La protéine de mauvaise qualité peut effectivement affecter les reins. La ration ménagère, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. François, bonjour. Bonjour Jean. Merci beaucoup de me recevoir. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est que je vais te poser plein de questions. J'ai demandé aux gens sur Instagram et sur TikTok s'ils avaient des questions concernant l'alimentation canine. Oui. Moi, je me sens pas assez légitime pour en parler et je trouve que toi, tu as une position qui est plus légitime que moi. Donc l'idée, c'est que ce soit un échange et que je te pose les questions des gens. Un excès de protéines peut-il abîmer les reins du chien? Ça, c'est vrai qu'on l'entend souvent. Alors oui, c'est une question qui revient souvent. Il y a l'excès, non, il n'y a pas d'excès de protéines pour un carnivore, puisque par définition, le carnivore a besoin de protéines. Donc on ne peut pas lui en apporter en excédent. Après, il faut toujours mesurer ses propos. La protéine de mauvaise qualité peut effectivement affecter les reins. Okay. Donc l'idée, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on a une qualité de protéines ou pas dans l'alimentation qu'on va proposer à nos carnivores. Okay. Donc un chien qui aurait une alimentation quasiment protéine stricte, ça ne peut pas poser de problème au rein spécialement. Donc s'il y a un excès de protéines, il va l'éliminer. Okay. Il va s'en servir comme énergie et il va l'éliminer. Oui. Donc ça ne pose pas de problème en soi. Ce qui peut poser problème, c'est d'avoir une source de protéines de mauvaise qualité, de la carcasse broyée, on va dire. Bien sûr. Avec beaucoup de calcium, de cendres, de phosphore, et ça va surcharger les reins et les colmater. Ok, oui, on va souvent revenir sur cet aspect-là, mais en fait, c'est la qualité qui est importante. Et si on a de la qualité, on peut y aller sur plein de choses, sur plein d'éléments, sur plein de quantités. Oui. Le corps du chien est censé éliminer, si le chien est en bonne santé, les excès ou les trop-pleins. Exactement. Après, il y a des cas bien sûr spécifiques pour les animaux en insuffisance rénale, où là, il faut un traitement spécifique, mais pour les chiens dits en bonne santé, il n'y a aucun problème. Ok, et est-ce que le taux de protéines nécessaire, ça dépend de est-ce que si on a un chien sédentaire, actif, est-ce qu'un petit chien, ça a besoin de protéines qu'un grand chien, en termes de proportion, je veux dire? Disons qu'il y a on connaît à peu près les valeurs de protéines à donner, donc c'est pour ça que nos compositions sont toujours situées entre 40 et 45-46% de protéines, parce qu'on va satisfaire 100% des besoins avec ces taux. Il n'y a pas d'utilité à aller plus haut en termes de taux de protéines, et plus bas on risque d'être plutôt en carence, donc voilà. Ok, super clair, trop bien. On m'a dit, est-ce que c'est vrai que les chiens ne doivent pas manger de sel? Oui, c'est vrai. Le sel, c'est pas bon, donc dans l'alimentation naturelle du chien, il n'y a pas de sel. Ok. Parce qu'il ne l'élimine pas, parce que tout de suite ça fait... Parce que pour la même raison que pour nous, le sel n'est pas forcément bon en excès, pas forcément bon pour la santé, donc dans toutes nos compositions, il n'y a aucun rajout de sel. Ok, aucun rajout de sel. Est-ce que naturellement dans la croquette il y a forcément un petit peu de sel, elle est un petit peu salée ou pas du tout? Il y a la teneur naturelle en sel, mais pas plus. La grande question, ça tout le monde la pose tout le temps et on entend un petit peu tout et n'importe quoi, c'est les chiens ne doivent pas manger de céréales, est-ce que c'est mieux une alimentation sans céréales, avec céréales? Ça c'est une grande question, donc n'hésite pas si tu veux passer un moment sur celle-là. Alors c'est un vaste sujet. Bien sûr. C'est un peu la grenade fumigène qu'utilisent les militaires, c'est-à-dire que ce sujet du avec ou sans céréales a été balancé sur les réseaux sociaux pour créer un écran de fumée sur ce qui se passe derrière. Ok, est-ce que ça vient d'où de base? Comment d'un coup on s'est dit Ça vient des industriels qui se sont dit qu'est-ce qu'on va faire, et comment on peut faire des économies en termes de coûts de fabrication. Donc il y a deux moyens de berner un peu le client, c'est de lui dire voilà, j'ai un taux de protéines brutes affiché qui correspond à la somme des protéines végétales et animales. Donc si on utilise une source d'amidon riche en protéines végétales, on va maintenir le taux de protéines brutes, mais on va pouvoir retirer de la protéine animale qui est plus chère. Mais évidemment, la protéine végétale n'a pas du tout le même intérêt nutritionnel. Bien sûr. Donc en fait, le sans céréales a plutôt été créé pour gonfler artificiellement le taux de protéines brutes sur le taux affiché sur le paquet. Ok, donc c'est complètement une stratégie commerciale, mais nutritionnellement ou en termes de bienfaits de la croquette, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, parce qu'en fait on focalise l'attention sur les 25% de la composition, alors que ce qui est important c'est la teneur en protéines animales, la qualité de la protéine animale, le ratio oméga 6 sur oméga 3 et tous ces sujets-là. Donc on peut avoir un bon sans céréales,
si on utilise par exemple la patate douce comme source d'amidon, qui est le cas sur nos gammes premium sans céréales. En revanche, si on utilise de la pomme de terre ou des légumineuses comme source d'amidon, ça peut être délétère pour les carnivores. Donc globalement, tu dirais quand même si quelqu'un cherche une croquette et qu'il a besoin d'avoir une information, il faut quand même plus qu'il se dirige sur une croquette avec céréales, parce qu'il a plus de chances d'avoir une croquette avec moins de carences. On a parlé du sans céréales, mais il faut savoir que dans les céréales, il n'y a pas que des bonnes choses non plus. Le blé et le maïs, juste pour citer ces deux exemples, sont inadaptés pour les carnivores. En tout cas, on note beaucoup d'effets secondaires. En revanche, le riz, aujourd'hui c'est une céréale et c'est aujourd'hui ce qu'il y a de mieux en termes de source d'amidon. Donc les céréales, oui, mais des bons quoi. Voilà. Ok, super clair. La ration ménagère, c'est ce qu'il y a de mieux pour le carnivore, mais le problème de la ration ménagère, c'est que ça prend beaucoup de temps et puis surtout, c'est compliqué à faire. Si on veut faire quelque chose de vraiment équilibré, c'est extrêmement compliqué. Donc, dans 90% des cas, pour pas dire plus, les rations ménagères sont mal faites. Et le chien se retrouve en carence. Donc en fait, si on veut mettre notre chien à la ration ménagère, il faut être encadré, accompagné peut-être par son veto, et encore, il faut qu'il ait une formation peut-être qu'il soit capable d'accompagner. Voilà, et puis on travaille des produits frais, donc il faut être vigilant à la chaîne du froid, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui congèlent, décongèlent, recongèlent, qui stockent mal. Bien sûr. Donc derrière, ça peut être vecteur de maladies aussi. Donc si c'est bien fait, pourquoi pas, c'est une bonne alternative. Mais il faut se faire suivre et accompagner, sinon il faut être très pointu sur le sujet. Et est-ce que, moi je connais pas du tout, est-ce que en plus de ces viandes crues, de cette ration ménagère, on doit rajouter des poudres, des suppléments, ou est-ce que juste dans ce qu'on peut trouver dans notre alimentation à nous humains, ça suffit pour le chien? Non, pas vraiment. Enfin, disons qu'il faut, pour qu'on ait un aliment complet, il faut des compléments vitamines, il faut tout ça, donc c'est pour ça que c'est complexe aussi à réaliser. L'avantage d'une croquette, c'est qu'on dose parfaitement les différentes vitamines et les minéraux, donc on a un produit vraiment parfaitement équilibré. Ok, super. Quelqu'un m'a demandé ce que je pensais des croquettes bio, et en fait je crois que j'avais même jamais entendu ce terme. C'est-à-dire quoi une croquette bio? C'est par rapport à la manière dont elle est produite ou c'est par rapport à ce qu'il y a dedans? C'est les deux, parce que le process bio, il faut des matières premières bio, il faut une usine certifiée bio, donc il faut que toute la chaîne soit bio. Alors le bio sur le principe, oui, ça paraît bien, l'idée paraît bien, mais le problème du bio, c'est que les matières premières sont nettement plus chères que les matières non bio. Donc on arrive sur des taux, sur des prix des coûts de fabrication qui sont très élevés. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que tous les produits bio proposés sur le marché sont très carencés en protéines. Donc en fait, les fabricants rognent sur les viandes utilisées pour tenter d'avoir un prix de vente abordable. Donc aujourd'hui, le bio, pour moi, c'est pas encore d'actualité et c'est pas encore adapté. Donc une croquette bio, ça veut pas forcément dire, même pas du tout, une croquette de bonne qualité, quoi. Oui, ça peut, comme pour nous, on le constate, les produits bio sont pas forcément bons. Tout à fait, exact. Quelqu'un sur TikTok m'a dit, ma veto m'a dit que les glucides étaient toxiques pour les chiens. Toxiques, non, les glucides ne sont pas toxiques. Un excès de glucides forcément est mauvais pour la santé du carnivore. Alors, il y a beaucoup d'études de fait, plus ou moins discutables. Aujourd'hui, ce qui ressort globalement, donc au-delà de 30% d'extractivement d'azoté, on considère que c'est pas bon pour les carnivores. Ça va générer des problèmes de santé derrière. Et donc toi par exemple dans tes croquettes, il y a un pourcentage de glucides qui est celui qui doit être le minimum pour le chien, qui est celui qui est apporté par la croquette de manière naturelle. Est-ce qu'il y a quand même un minimum nécessaire? Le chien a un petit besoin de glucides un petit peu ou... Alors il y a des glucides utiles, ce qui rentre dans la famille des ENA, par exemple, je prends la pulpe de betterave qui est une fibre assimilable, ça rentre dans les glucides. Et c'est utile. Après, des glucides utiles, il n'y en a pas énormément pour le carnivore, mais on va dire que
Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui prouve qu'en dessous de 25% de NA, on est sur un produit qui peut avoir des effets toxiques pour le chien. Ok, super clair. On m'a demandé, souvent après une stérilisation, on nous conseille d'avoir une croquette spéciale régime pour que le chien perde du poids. Ça veut dire quoi une croquette de régime? Est-ce que c'est un truc marketing encore ou est-ce qu'il y a dans la composition, il y a un vrai truc qui fait que le chien va perdre du poids? Alors il y a beaucoup de marketing sur la question, puisque pour avoir étudié beaucoup de compositions de produits dits light ou diète, ce qu'on constate c'est que souvent ces produits ont des taux de protéines très bas et des taux de fibres assez élevés. Donc ça a pour effet d'accélérer le transit. Dans un premier temps, ça peut effectivement faire perdre du poids, mais assez rapidement, en fait, on constate une stagnation du poids, voire une prise de poids, parce que là, pour le coup, on a des EMA, des glucides très élevés, et ça n'a jamais fait maigrir. Ok. Donc en fait, est-ce que parfois il faut simplement diminuer la ration ou est-ce que, parce que je vois par exemple toi tu as une gamme de croquettes sédentaires, oui. C'est quoi la différence entre une gamme dite sédentaire et une gamme dite pour régime? Alors pour faire maigrir un chien ou un chat, déjà il faut maintenir le taux de protéines parce qu'il faut nourrir le muscle et il faut un taux de matière grasse faible. Parce que ce qui apporte l'énergie c'est la matière grasse. Donc sur nos compositions chien ou chat stérilisé, on va avoir toujours le même taux de protéines, mais un taux de matière grasse qui va passer de 18 à 12 ou 14% pour limiter l'apport d'énergie justement prochain. Après, on peut effectivement aussi réduire la dose de croquettes. Après, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que souvent les propriétaires de chiens et chats ont tendance à donner beaucoup de friandises. Et la friandise, il faut l'intégrer dans le calcul d'apport énergétique de la journée. Donc si vous donnez beaucoup de friandises, il faut réduire la dose de croquettes parce que sinon, forcément, vous allez apporter un peu trop d'énergie. Et il faut des friandises de qualité aussi, parce que si vous vous embêtez à donner une alimentation hyper équilibrée pour votre chien, mais qu'il a 3 knackis par jour en friandises et des morceaux comme ça, c'est dommage. Voilà, et puis après on dit un knacky, mais ça peut paraître peu pour nous, mais en quantité c'est énorme pour un clair. chat. Bah ouais, c'est clair, bien sûr. Ok. Le bœuf, est-ce que c'est vraiment l'une des viandes les plus dures à digérer pour nos loulous? Alors on n'a pas constaté ça, il y a des viandes plus ou moins allergènes. Mais ce qu'on constate surtout, ce sont des intolérances. Au bœuf? Au bœuf, à l'agneau, à toutes sortes de viandes. Quand on utilise des viandes de mauvaise qualité, vous allez retrouver beaucoup de cartilage, de carcasses, de sous-produits. Et ça génère des intolérances. Alors souvent, il y a un amalgame qui est fait entre un chien est allergique au bœuf ou est allergique au poulet. Mais en fait, c'est simplement une intolérance liée à la mauvaise qualité de la protéine. Et du coup, toi, dans ta croquette, tu as fait le choix, je crois, poulet et porc. C'est quoi qui a orienté ton choix? C'est ça, dans la gamme essentielle, on a fait le choix on a retenu le poulet et le porc parce que les viandes utilisées en pet food sont issues de la chaîne alimentaire humaine. Et donc, on va pouvoir trouver vraiment des viandes de qualité. Et c'est particulièrement sur le poulet et le porc. Là où sur le bœuf, l'agneau, on a beaucoup de mal à trouver de la qualité, donc c'est pour ça qu'on a écarté ces viandes. C'est pas parce que ça pose plus de problèmes que le poulet ou le porc, c'est simplement qu'on ne trouvait pas, ça ne répondait pas à notre niveau d'exigence. Bien sûr, donc il n'y a pas particulièrement une viande qui pourrait être plus ou moins digeste. Par contre, c'est plus facile de trouver du poulet et du porc digeste parce qu'ils sont de meilleure qualité, en tout cas sur ce qu'on peut trouver sur le marché. Exactement. Comme le saumon, mais c'est vrai que aujourd'hui le saumon est un peu pénurique. Donc ça fait partie aussi des critères de choix. Bien sûr. Ah oui, parce que pareil, ça c'est une question que j'ai pas notée, mais quelqu'un m'avait parlé d'huile de saumon. Il me disait, moi sur mes croquettes, je rajoute systématiquement de l'huile de saumon. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est pertinent? Est-ce que ça dépend de la composition de la croquette? Alors sur les compositions maison moulin, il n'y a aucun intérêt à rajouter de l'huile de saumon, parce que déjà ça fait partie de la composition, donc il y en a dans la composition. Le risque de rajouter trop d'huile de saumon, c'est d'avoir un aliment trop riche, donc ça va augmenter le taux de matière grasse, et puis ça peut avoir aussi des effets sur le transit. Et donc, est-ce que sur une croquette, comment je sais moi sur une croquette si j'ai besoin d'en rajouter? Est-ce que c'est clairement écrit huile de saumon et auquel cas j'en rajoute pas? Est-ce qu'il faut que je regarde par rapport aux oméga ou quelque chose comme ça? Alors il faut regarder le ratio oméga 6 sur oméga 3, donc malheureusement il est rarement affiché. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que les oméga 3 coûtent cher. Ok. Donc beaucoup de fabricants sous-dosent les oméga 3 et on obtient des ratios qui sont trop élevés. C'est les oméga 3 compensent les effets négatifs des oméga 6. Donc Ok. voilà, il faut avoir un ratio entre 2 et 4 idéalement. Moi, je vous mets toutes les infos en description de la marque, du site, le code promo pour commander. C'est toujours la EK7, hein, je pense qu'on garde le même. Oui. Voilà, même si on est au mois d'août, comme ça, c'est pas grave. C'est plus pratique pour tout le monde. Et puis du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.